Bonsoir. Je vais demander de prendre place. Merci. Alors, je me présente. Mon nom est Ève Rosamilia et je suis agente de communication au Santec. À ce titre, il me fait un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce 5 à 7 du Santec présenté par Desjardins. D'ailleurs, j'aimerais remercier Desjardins, notre partenaire présentateur, qui est représenté ce soir par l'équipe des caisses et des centres Desjardins Entreprises de Montréal. Donc, il y a beaucoup de gens de votre entreprise ce soir. Merci à vous d'être là et de rendre cet événement possible. Donc, le Santec s'est récemment doté d'un nouveau directeur. Il s'appelle M. Richard Chénier et je voulais lui laisser la chance de s'adresser à vous et de vous souhaiter la bienvenue. Alors, Richard. Merci. Merci. Ça marche-tu, ça? Comment on le fait? Bonsoir. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Je m'appelle Richard Chénier. Effectivement, je suis directeur d'entrepreneuriat technologique ici à l'ETS. En fait, le mandat et la mission qu'on m'a donnée, c'est un nouveau poste qu'on a créé ici à l'école, c'est de créer le meilleur écosystème de lancement d'entreprises technologiques au Canada. Et on sait que d'ici 3 à 5 ans, on va devenir dans les meilleurs au Canada dans le lancement d'entreprises technologiques, en développant des entrepreneurs, en créant des technologies de rupture et surtout en lançant des entreprises à succès. Et l'écosystème qu'on est en train de faire va autant stimuler les étudiants qui sont ici à l'interne que les entrepreneurs technologiques qui sont à l'extérieur de notre écosystème et qui veulent venir travailler avec nous, entre autres, via notre incubateur, le Santec. Je ne vais pas prendre tout le temps, parce que ce n'est pas l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, mais ce que je vous encourage à faire, c'est 2 choses. Un, suivez-nous, parce que vous allez voir qu'on va être dans l'action solide. Puis deuxième des choses, c'est des projets d'entreprise technologiques. Sentez-vous très à l'aise de venir nous les présenter, parce qu'on va être les meilleurs pour vous appuyer. Sur ce, bonne soirée. Merci à M. Toutant d'accepter d'être avec nous pour la présentation. Merci à Desjardins. Merci à Ève pour toute l'organisation de cet événement-là. Bonne soirée tout le monde. Alors, le Santec, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est l'incubateur et l'accélérateur de l'ETS. On vous accompagne durant le démarrage de votre entreprise technologique. Donc, on vous encourage à venir nous rencontrer. Vous allez voir, l'équipe, on a toutes, c'est peut-être pas super apparent, mais on a tout un petit soleil ici, comme ça, sur notre carte. Donc, si vous avez des questions, venez vers nous, vous allez pouvoir en apprendre davantage. Le Santec, c'est une équipe de conseillers, de mentors, d'experts qui sont là pour vous accompagner. On a un programme Émergence qui dure 12 semaines qui va vous permettre là, à valider votre idée, à aller rencontrer des clients. La prochaine date de dépôt est le 8 avril. Donc, visitez notre site web, venez nous rencontrer si vous voulez en connaître davantage sur nos services. Ce qui est intéressant aussi, mais important à noter, c'est que le Santec est ouvert aux diplômés de toutes les universités au Québec, donc pas exclusivement aux étudiants de l'ETS. Vous voyez, juste derrière moi, il y a cette application. La plupart d'entre vous avez reçu l'invitation à joindre l'application Thèse. Cette application-là a été développée par des entrepreneurs de l'ETS. Si vous avez à vous connecter, faites-le maintenant, il ne faut pas le faire durant la conférence. Juste là, pour être clair, là, en fait, on a une carte cadeau. C'est pour vous inciter justement à vous servir de la section clavardage sur l'application Thèse. Et puis, on espère vraiment que ce 5 à 7-là va vous permettre de réseauter. D'ailleurs, si vous voulez tweeter, le mot-clic est #SantecMTL. Alors, je parlais des bienfaits de ce 5 à 7-là, en fait, de ce qu'on espère qui va vous apporter. Ces 5 à 7 ont lieu 2 fois par année. Donc, ce soir, on a la chance d'avoir M. Toutant qui va nous parler d'entrepreneuriat, mais surtout de leadership. Mais aussi, un sujet qui est assez important, les femmes en affaires. Donc, la place qu'on peut leur réserver, ça va avoir lieu le 8 mars prochain. Quoi de mieux que la Journée de la femme pour parler de ça? Messieurs, vous êtes vraiment les bienvenus. Hein? Je ne m'attends pas à avoir une salle exclusivement remplie de femmes à cette journée-là. Vous allez voir d'ici la fin de la semaine, vous allez pouvoir vous inscrire là, sur notre site web déjà pour réserver votre place. Donc, on a la chance d'ailleurs d'avoir la conférencière du 8 avril qui est dans la salle, Mme Marie-Chantal Chassé, qui est présidente de JMJ Aéronautique. Donc, peut-être Mme Chassé. Donc, vous la voyez aujourd'hui et vous allez l'entendre le 8 mars. Merci.
Donc, ces 5 à 7 visent à rassembler des gens de divers domaines. Donc, vous allez voir, ça se passe en 2 temps. Première des choses, la conférence qui va débuter dans quelques minutes. Et puis, une partie réseautage où vous allez pouvoir aller dans la section cocktail, parler aux gens sur l'application Thèse, croiser les doigts pour avoir une carte cadeau de la SAQ, mais surtout faire de belles rencontres. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre conférencier de ce soir. Il était à la tête de plusieurs entreprises québécoises, président et chef de la direction de la SAQ, président de GMRC Canada, qui était anciennement Keurig. Il est maintenant à la tête de Davidson à titre de président et chef de la direction. Je vous demande d'accueillir chaleureusement M. Sylvain Touton. Merci. Je vais prendre mon clicker. Je te vole mon clicker pendant que tu l'installes. En effet, je vous invite à venir voir Marie-Chantal. Je pense que ça va être super intéressant. Moi, j'ai eu la chance de passer les 25 dernières années de ma vie avec une entrepreneure à la maison qui était aussi dans le domaine de l'aéronautique, comme madame, et de vivre dans une famille aussi qui était entrepreneuriale. Et donc, ça a été une expérience extraordinaire. Ça m'a amené aussi à faire un peu d'entrepreneurship, mais je suis plutôt un intrapreneur. Je vais vous parler un peu de leadership, un peu vous expliquer aussi Davidson parce que c'est l'histoire d'un entrepreneur et c'est une histoire assez formidable. Donc, je vais vous parler aussi de cet aspect-là. Depuis ma graduation en 1985, mais je pense que ça a commencé avant ça, ça a toujours été un peu une façon de voir les choses pour moi, de me poser la question, est-ce que j'ai le droit d'exister? Et quand je démarre une entreprise, je me dis, quel est le droit que cette entreprise-là a d'exister? Parce que chaque fois qu'on démarre une entreprise, on veut essentiellement consommer les ressources de quelqu'un. On veut consommer l'argent de quelqu'un ou on veut consommer le temps que les gens ont. Dans le cas du commerce de détail, on fait les deux. Et on veut aussi développer une façon de payer ces gens-là et on les paye en émotion. Donc, tantôt, on parlait de connectivité, de réseautage. Bien, vous savez, les affaires, c'est la même chose. Hein? Il faut aussi payer les gens en connectivité. Puis on va en parler un petit peu, on va parler de vulnérabilité et de leadership. Alors, je suis qui? Trois-Rivières. J'ai gradué de l'Université du Québec à Trois-Rivières en 1985. Mon père n'était pas un entrepreneur, il travaillait pour la Wabasso. Mais j'ai appris beaucoup de choses avec mon père parce qu'il était ce qu'on appelle un millwork. Il travaillait sur une machine de tourner des rouleaux. Il a fait ça pendant plusieurs années. Et pendant plusieurs années, quand mon père arrivait à la maison à 5 heures, ma mère elle disait « Taisez-vous. Parlez pas, il ne sera pas de bonne humeur. » Et c'était vrai pendant plusieurs années. Puis il n'était pas de bonne humeur parce que son milieu de travail n'était pas agréable. Parce qu'évidemment, c'est le centre de notre vie, hein, ce qu'on fait dans la vie. 70-80% de notre temps, c'est ce qu'on fait dans la vie. Et son milieu de travail n'était pas agréable et il en parlait souvent. Donc, c'était un peu un monologue. On avait un grand dialogue, mais c'était plutôt un monologue où il nous parlait de ce qui se passait à la shop. Puis évidemment, qu'est-ce qui arrive quand un milieu de travail n'est pas agréable? Habituellement, ça devient comme ça après. Alors ça, c'est la Wabasso aujourd'hui. Et ça fait plusieurs années que c'est fermé. C'est des industries qui ont quitté. Puis il y a bien des entreprises qui ferment. Mais souvent, ça passe d'abord et avant tout par le leadership des gens, par la façon qu'on a de créer un environnement intéressant pour le monde. Donc, marié avec José depuis plusieurs années, donc 1990. J'ai 3 garçons. On va parler de leadership, on va parler un peu de vulnérabilité, on va parler de courage. J'ai 3 garçons qui sont des skieurs alpins, dont le plus vieux qui a été 2 ans à l'équipe nationale au niveau du développement. Donc, on s'est promené pas mal, puis on a souvent parlé de courage, de bobo, de chute, d'échecs. Ce qui est intéressant avec le ski alpin, c'est que sur 140 coureurs, il y a juste un qui gagne. Fait que tu peux être le premier loser, le deuxième loser ou le 140e. Mais habituellement, il faut t'apprendre à perdre rapidement. Parlons de la vulnérabilité, parce que je pense que c'est très important. On va parler de vulnérabilité, on va parler de leadership par l'exécution. Mais d'abord et avant tout, la façon dont vous commencez votre journée, quand vous êtes un leader, va définir le type de journée que vous allez avoir. Moi, je donne un cours à l'École d'entrepreneurship de Beauce, puis on fait 24 heures avec... C'est une expérience super intéressante. Je pense qu'on apprend plus comme coach que comme élève, mais c'est extrêmement intéressant. Et quand je vais donner le cours, on se lève à 5 heures, évidemment, puis on médite. Et là, ils me regardent tous savoir ce que j'ai mangé la veille, si je file pas bien ou s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais je fais une demi-heure de méditation tous les matins. Je me lève très tôt le matin. Il y a peu de temps, surtout, je regarde, il y a plusieurs jeunes ici. Moi, j'ai 3 garçons. Le seul temps que j'ai eu pour moi dans toute ma carrière,
c'était entre 5 heures et 6 heures. Après ça, le party commence, tout le monde se lève, on s'en va à l'école, on n'a pas le temps de réfléchir. Donc, quand on développe une entreprise, quand on veut réussir en affaires, je pense que c'est important de prendre soin de nous. Et c'est important de se donner le temps de réfléchir et de prendre soin de chacun de nous. La vulnérabilité, je vous encourage à aller voir ce TED Talk-là, c'est Brené Brown, c'est très, très intéressant. Elle parle beaucoup de la puissance de la vulnérabilité. En fait, c'est très relié à la honte, hein? La vulnérabilité, c'est... tantôt, on parlait de connecter ensemble. On a tous un besoin, c'est ce qui nous différencie des animaux. On a le besoin de vivre en société, de sentir, en anglais, on dit « belong ». We want to belong with someone. On veut fitter dans la gang. Et ça, c'est très, très important. Puis souvent, pour fitter, on évite de dire les choses dont on n'est pas très fier. Ça s'appelle la honte. Et souvent, dans cette vulnérabilité-là réside notre force comme leader. Puis être capable d'être totalement transparent, totalement conscient de qui on est extrêmement important. Donc, il y a quelques constats. Nous vivons dans une société où la vulnérabilité est omniprésente. En fait, je regardais, il parlait des maladies de type dépression, burn-out, etc. Les statistiques sont affarantes, sont très, très importantes. Puis le problème avec ça, c'est que quand on donne des médicaments à quelqu'un parce qu'il y a une dépression, bien non seulement les aspects positifs de sa personnalité négatifs disparaissent, mais positifs aussi disparaissent. Et donc, c'est très, très important de se connaître soi-même. Notre façon de côtoyer la vulnérabilité est souvent de la nier. Donc, les gens ne veulent pas parler de ce qui, comme leader, ne veulent pas parler de ce qu'ils ne font pas bien ou de ce qu'ils ne sont pas capables de bien faire. Et si on n'en parle pas, on est capable de le régler. Et d'après moi, la vulnérabilité, c'est aussi le terreau de la créativité et de l'appartenance. Et c'est là qu'on devient beaucoup plus humain, beaucoup plus capable d'attirer des gens autour de nous. Bâtir une entreprise, c'est d'abord avant tout réussir à attirer les bonnes personnes autour de soi. Et quand on part avec une prémisse où on connaît à peu près tout, bien, habituellement, on ne réussit pas à développer une grande entreprise ou une entreprise à succès. Donc, la notion de vulnérabilité, c'est l'authenticité, c'est d'être fidèle à soi-même, d'être vraiment soi-même dans son leadership, dans son approche, dans sa façon de parler aux gens. Démontrer sa vulnérabilité, c'est une force, admettre ses imperfections. Souvent, quand on discute dans une organisation, puis pour ceux qui ont eu bien des patrons, moi j'en ai vu bien des patrons, il y en a qui n'ont jamais de défaut. Ça, c'est super le fun de travailler dans une salle, puis là, tu as un meeting, puis là, tu écoutes le leader parler, puis l'équipe, puis tu dis non, il ne comprend pas, là, ça ne marche pas. On est 12 dans la salle à penser qu'il ne comprend pas, mais la dernière personne à qui on veut le dire, c'est lui. Et pourquoi on ne veut pas y dire? Parce que c'est quelqu'un qui n'a aucune vulnérabilité, aucune capacité d'écoute. Donc, l'humilité n'étant pas là, que personne ne va dire ce qu'il y a à dire. Puis évidemment, ces entreprises-là ont des problèmes à réussir à long terme parce que le leader n'est pas en écoute. Soit on va entendre parler d'écoute active, mais il faut que ce soit genuine, il faut que ça vienne de ta personnalité, il faut que tu aies la volonté d'entendre ce que les gens ont à dire. Donc, accepter notre vulnérabilité, c'est de cesser de vouloir tout contrôler, tout prédire, c'est de cesser de prétendre qu'on sait tout. Il faut d'abord et avant tout savoir ce qu'on ne sait pas. Et il y a beaucoup de choses dans une organisation. Moi, j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais j'ai changé d'entreprise souvent. J'ai été 16 ans dans le groupe Renault Dépôt, j'en ai eu la direction, mais j'ai changé de job à peu près tous les 2 ans. Et chaque fois que tu arrives d'un nouveau mandat, il y a plein d'affaires que tu ne sais pas. Puis je vais vous raconter une histoire. À l'âge de 24 ans, je suis nommé directeur d'une succursale Brico-Centre. Ça n'existe plus. Il y en a peut-être qui se souviennent de Castor Bricoleur, mais en tout cas, c'est avant Renault Dépôt, puis c'est avant Rona l'entrepôt. Et un Brico-Centre, là, c'était 125 employés, 18 millions de chiffre d'affaires, une entreprise syndiquée. Et donc, j'ai 24 ans et je suis coordonnateur marketing. On me dit, tu vas être directeur du magasin. Et là, je rentre, je mets le petit jacket bleu marin. À l'époque, c'était un petit jacket bleu marin. Bon, il était plus petit que celui-là, je fitais bien dedans. Puis là, on me met une cravate parce que c'était le directeur de la succursale, c'est bien important. Et là, je me présente sur le plancher, puis évidemment, je suis plus jeune que tous les employés qui sont là. Alors, tout le monde a plus d'expérience que moi. Puis là, c'était dans le domaine de la rénovation. J'avais de la misère à faire la différence entre un 2x4 et une moulure. Fait que... alors, tu apprends vite à être vulnérable, tu sais, parce que si tu fais semblant de le savoir, ça ne durera pas longtemps. Mais ceci étant dit, l'objectif, c'était d'avoir du succès. Puis pour avoir du succès, il fallait que je sache, dès ce moment-là, m'entourer de gens qui connaissaient ça beaucoup mieux que moi, mais les faire travailler ensemble, d'aller chercher leur opinion, de vraiment m'engager avec eux autres, la volonté de dire « je ne jouerai pas au patron, mais je vais jouer dans la même équipe qu'eux autres ».
Donc ça, c'est important, mais démontrer sa vulnérabilité, si j'avais voulu simplement essayer de leur faire croire que je connaissais quelque chose, j'aurais eu zéro crédibilité avec eux autres. Donc j'avais d'autres éléments que je faisais bien, mais ceux-là, je ne les connaissais pas techniquement. Puis il fallait que je travaille avec eux et démontrer beaucoup de vulnérabilité. Le leadership, ce n'est pas une question d'habileté, c'est une question de responsabilité. Et souvent, pour moi, on me fait poser la question, est-ce que les gens sont capables d'être leaders? Tout le monde peut être leader. Bien, c'est d'abord et avant tout, on a tous des styles de leadership différents. Tout le monde parle de Jack Welch. Ça donne que je l'ai rencontré plusieurs fois dans ma vie. Pour ceux qui l'ont déjà entendu parler, Jack Welch, vraiment, il a une personnalité épouvantable. Il ne parle pas très bien. Il a un speech impairment. On ne comprend pas la moitié de ce qu'il dit. Puis il est un leader extraordinaire. Donc, il y a différents types de leaders et je pense que c'est d'abord et avant tout en prendre la responsabilité. Je donne une formation sur le leadership à des entraîneurs qui entraînent des athlètes de hockey, de ski alpin, de différentes choses comme ça. Et c'est d'abord et avant tout la responsabilité que les gens prennent. Et être leader, ce n'est pas nécessairement simple, c'est beaucoup de poids sur les épaules. Puis on va un petit peu comprendre pourquoi. Mais ce n'est pas juste une question d'habileté. Les habiletés, ça s'apprend. Ah, juste en passant, il y a des chats là-dessus. Il y a des chats, il y a des chiens dans ma présentation. Posez-moi pas ma question. Peut-être Kelly pourrait peut-être répondre à ça, mais il y a des chats, des chiens partout dans David Steve. Donc, un leader doit, à mon avis, répondre à 4 exigences. Il y a du leadership stratégique, donner une direction à votre entreprise, donner vraiment une vision aux gens qui sont autour de vous. Leadership axé sur les gens, le développement des autres, pas son développement à soi comme leader, mais être capable de développer les gens qui sont autour de soi, être capable de leur donner l'opportunité de grandir. Un leadership axé sur l'exécution, la capacité à livrer la marchandise, à tenir ses engagements, à avoir une bonne gestion de projet, etc., etc. Tous ces aspects-là d'exécution sont importants. Puis un leadership par la culture, donc les valeurs, le comportement, la pratique. Est-ce que les bottines suivent les babines? Puis comment on se comporte dans l'organisation et quel genre de culture on veut créer? Un bon leader travaille sur les 4 éléments simultanément et essaie d'être le plus possible balancé. Donc, il faut se les rappeler, puis il faut s'en parler, puis il faut se parler à soi-même, d'ailleurs. Juste en termes de personnalité, les gens qu'on cherche dans une organisation, d'après moi, puis ce qui fait un bon leader, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, quelqu'un qui a la capacité à énergiser les autres, quelqu'un qui a du edge, donc la capacité à prendre des décisions quand c'est difficile, et avoir de la passion. Donc, c'est drôle parce que j'arrivais du privé. Quand je suis rentré à la SAQ, j'avais été 16 ans, le groupe Renault Dépôt, Bricocentre, etc. J'en étais devenu CEO et là, on vend l'entreprise à Rona, puis tout à coup, je me retrouve à la SAQ, puis j'ai comme l'impression, je ne suis pas bien vieux, j'ai 38 ans ou 38-39 ans, et j'arrive à la SAQ, puis là, moi, je m'attends à rentrer d'un environnement un peu similaire. C'est 6 000 employés, 3 milliards de chiffre d'affaires, commerce de détail, ça va être relativement simple. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'au cours des années, ces 4 critères-là n'avaient pas beaucoup été utilisés pour sélectionner les gens. En tout cas, pas tout le temps. Puis ce que je trouvais difficile, c'est d'arriver dans le bureau puis de me faire dire, quand je disais aux gens, ça fait combien de temps que tu travailles chez nous? Ils disaient, il me reste 5 ans. Ça, j'ai trouvé ça un peu pénible, tu sais. Fait que là, j'ai regardé rentrer le matin, vous savez, le niveau d'énergie variait dans la semaine. C'était extraordinaire. Le vendredi midi, là, le niveau d'énergie était haut, là. Hey, ça sortait de là, c'était incroyable. Mais le lundi matin, c'était tough, tu sais, c'était comme ça. Puis c'est un peu pareil avec des professeurs ou des entraîneurs. Je leur dis souvent, là, si vous rentrez à un endroit, vous avez une classe de 32 étudiants. Puis là, vous rentrez, puis c'est le lundi matin, il neige, il ne fait pas beau, il mouille, whatever. Puis ça a mal été à la maison, puis là, vous amenez tout le bagage devant la salle. Puis là, vous rentrez de même. Bon, on va commencer à la page 2, là. Là, je ne sais pas si vous sentez l'énergie changer dans la salle, mais elle change rapidement. Fait qu'un leader doit avoir beaucoup d'énergie. Puis si ça ne vous tente pas d'être leader, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est tough. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise journée. Tu ne peux pas en avoir de mauvaise journée. Ça te prend de l'énergie. Ça te prend la capacité à énergiser les autres. En fait, j'ai toujours un graphique d'habitude, c'est le petit bonhomme Energizer. Tu es le cheerleader numéro 1 de l'organisation. Ça va mal, tu es dans la merde, tu as une crise, tu passes au cash, tu rentres, tu dis ça va bien. Je vous raconte une histoire. Sir Jeff, il était le chairman and CEO de Kingfisher. Kingfisher avait acheté Renault Dépôt avant qu'on le vende à Rona.
Et c'est un conglomérat assez important dans le monde. Il y avait plusieurs entreprises. Entre autres, il essaie d'acheter une entreprise à un moment donné qui s'appelle Asda. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Asda est un grand détaillant en Angleterre qui a été acheté par Walmart. Mais il faut comprendre que Kingfisher avait fait une offre. Et donc, Sir Jeff avait parlé à son chum, qui était CEO d'Asda, et il s'était donné la main. Il y avait une entente de principe, et il s'est fait faire la passe par Walmart le soir avant d'annoncer son deal, où Walmart est rentré une offre cash 25% plus élevée. Et il m'a raconté l'histoire. Il était en train de se faire la barbe quand le téléphone a sonné, puis c'était son ami d'Asda qui lui a dit « Impossible de faire le deal. Je m'en vais avec Walmart. » Et cette journée-là, moi, j'arrive de Montréal, j'atterris à Londres, et sur le journal, sur le Times, sur le journal, c'est la face de mon boss. Et c'est écrit « The man who destroyed the most value in one day. » Et là, moi, j'ai un meeting à 10 heures. Là, je me dis, c'est le meeting international de tous les présidents des différentes régions où on est. Là, je me dis, ça va être un meeting tough, tu sais. Je m'attends au pire. Alors, je me rends là, je prends ma douche au lounge. J'arrive à 10 heures, je rentre dans le meeting, et là, Sir Jeff arrive. On est tous là, nous autres, on se regarde tous, on a tous vu le journal, tu sais. Puis il rentre, « Hi guys, hi ladies, how are you? » Puis il commence à nous parler, super de bonne humeur, puis il nous parle sur les projets, les choses qu'il travaille. Puis jamais, dans sa première 2 heures de temps, là, dans le meeting, on est en train de discuter, jamais il mentionne ça. Jusqu'à midi, où quelqu'un dit, « Est-ce que vous avez lu le journal aujourd'hui? » Il dit, « Absolument. » Mais il dit, « Vous voulez que je fasse quoi? Je ne peux rien faire. On continue, on avance, on a perdu celle-là, on va gagner la prochaine. » Et son niveau d'énergie à cet homme-là était absolument exceptionnel. C'est un marin. Et c'est quelqu'un qui était bien impliqué dans les courses de bateaux à travers le monde, etc. Puis il a dit, vous savez, c'est quand la mer est vraiment houleuse qu'on voit qui sont les bons capitaines. Fait que quand vous démarrez une entreprise, la seule garantie que vous avez, la seule, parce que je fais aussi de l'investissement dans des startups, c'est qu'il va y avoir de la vague. Attachez-vous bien comme il faut après le poteau, parce que des fois, il y a pas mal de vagues. Mais c'est important d'avoir de l'énergie, de la capacité à énergiser les gens, puis du edge. Donc, avoir un esprit de compétition, la possibilité de prendre des décisions. On n'a pas toujours réponse à tout quand on prend une décision comme leader. Moi, j'ai ma moyenne au bâton, c'est 60 à peu près. Je me dis, quand à 60 % là, je suis sûr de mon coup, j'avance, je prends une décision. Sinon, je n'en prendrai jamais. Et la passion, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer son entreprise, il faut aimer le monde, il faut aimer travailler avec les gens. Pour être en affaires, il faut aimer the great game of business. Et dans un great game of business, you win some, you lose some. Mais il faut aimer ça. Donc, l'énergie positive, extrêmement importante. Puis, quelqu'un qui est pessimiste, là, il se plaint du vent continuellement. Quelqu'un qui est optimiste, lui, il s'attend à ce que le vent change de direction. Puis, quelqu'un qui est réaliste va ajuster ses voiles continuellement. En affaires, en business, que vous soyez un employé ou un entrepreneur, vous ajustez vos voiles continuellement. Puis le courage, là, le courage, c'est ni l'absence de peur, puis la peur, c'est un choix. Je dis des chiens, des chats, il y en a. Et je vous parle de ça, mais je peux vous donner un autre exemple, parce que fin de semaine dernière, il y avait la course de downhill à Kitzbühel. J'ai des fils qui ont fait du ski alpin. Donc, 150 km/h, le début de la piste est injecté en eau pour être glacé complètement. Et ça a été une mauvaise année parce qu'ils ont sorti 3 coureurs en hélicoptère. Et 3 accidents, dont Svindal, qui était considéré vraiment le gagnant cette année, ou le potentiel pour gagner. Et Svindal avait le numéro 19. Mais il partait 70 gars dans la course. Et tous les gens qui ont eu des accidents étaient avant le numéro 20. Et des accidents à Kitzbühel, c'est sûr que tu fais un tour d'hélicoptère. Puis probablement que tu ne t'en souviendras pas de ton tour d'hélicoptère. Et donc, imaginez-vous les athlètes qui sont en haut. Le premier réflexe qu'on se dit, c'est qu'on se dit, ben là, ils ont peur de rien. There's no fear. Pour avoir été à Kitzbühel, si vous allez à cette course-là, il y a 40 000 personnes en bas. Les gens font le silence avant la course parce qu'on entend crier les athlètes en haut. Certains trouvent toutes sortes de façons de passer leur stress, entre autres crier en est une des façons.
Et j'ai demandé à mon fils, j'ai dit, t'as-tu peur quand tu fais du downhill? Tu sais? Il dit tout le temps. J'ai toujours peur. Mais le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Fait que être en affaires, on a toujours peur. Mais la capacité qu'on a de contrôler nos peurs, puis d'être capable de faire face aux situations, être en affaires, ça prend beaucoup de courage. Le courage, ça vient du mot cœur, hein, si vous regardez d'où ça vient. Et c'est la capacité de se donner soi-même, de donner aux autres. C'est ça être en affaires, c'est ça avoir du courage. Mais moi, je ne descendrai pas en ski. Je peux vous dire, j'ai de la misère à être dans les estrades en bas, regardez mon fils. Donc, leadership par la culture, un autre aspect très important, définir, respecter et mettre en pratique les valeurs de l'entreprise. Si vous faites un start-up, vous la créez. Si vous rentrez d'une entreprise que vous achetez, ou si vous rentrez comme employé, il y en a une culture, elle existe, prenez le temps de la comprendre et vraiment réussir à la définir. Créer un milieu ouvert et cordial où règne la confiance. Moi, je suis un X, génération X. Je gère beaucoup de Y. Et les Y, ce qui est particulier des Y, d'abord, c'est 50% de la population mondiale. C'est une génération absolument extraordinaire. Le monde leur appartient. Et je dis souvent aux boomers, si vous ne comprenez pas les Y, c'est fort possible que vous ne les compreniez pas parce que c'est totalement différent de nous. Mais le sens de la communauté, la volonté de travailler ensemble, de collaboration est beaucoup plus fort que le sens de la hiérarchie. Et donc, en termes de culture organisationnelle, aujourd'hui, il faut faire en sorte que nos entreprises permettent cette collégialité-là. Ce qui va être intéressant, c'est quand les Z vont arriver. Y a-t-il des Z, moins de 18 ans? Je ne pense pas qu'il y en ait, mais quand les Z vont arriver, vous allez voir les Y, vous allez avoir de l'ouvrage. Moi, je vais être à retraite. Mais les Z sont intéressants parce que les Z, quand on leur pose la question, ils disent que 50% d'entre eux disent qu'ils ne travailleront pas pour personne. Ils disent qu'ils vont tous être entrepreneurs. Et leur définition d'être entrepreneur, c'est d'être leur propre patron. Et essentiellement, ils disent, vous avez une entreprise, vous avez besoin de moi, je vais aller vous voir. Mais je vais avoir plusieurs patrons. Et ça, c'est une génération, c'est un paradoxe complètement différent. Alors, toute la technologie de connectivité, etc., change les cultures organisationnelles. Et je peux vous dire, chez David Stee, quand je suis rentré, là, j'ai eu vraiment un choc. Vraiment un choc. Kelly, qui est mon bras droit en communication, Kelly est pas mal plus jeune que moi. Elle a à peu près l'âge de mon fils. Et je me sens donc, je rentre dans l'organisation, c'est une organisation très ouverte. Il n'y a pas de bureau. Les gens collaborent. C'est des partitions ouvertes. Et c'est drôle parce qu'on amène de l'expérience dans l'organisation au fur et à mesure. La dernière personne que j'ai engagée est un Chief Marketing Merchandising Officer, 44 ans, puis super belle entrevue, ça a bien été, grand processus, on a eu plusieurs discussions, mais elle ne m'a jamais posé la question où était son bureau, sauf quand elle est rentrée le premier matin. Elle dit, mon bureau, il est où? Je dis, là. C'est un cubicule avec ton staff, tu sais. Faites comme, OK, ça, c'est un changement. Oui, c'est un gros changement. Et ça prend quelques mois à s'habituer, surtout pour la génération X, ou pire pour les boomers, à travailler dans un environnement où les gens se crient par-dessus, là, tu sais. Puis quand ils veulent se parler, ils se textent, puis en tout cas, c'est quelque chose, c'est extraordinaire. Puis il y a plein d'affaires qui font que je ne comprends pas. Mais ça marche. Donc, relier nos actions à notre vision et à notre mission, c'est être capable de vraiment respecter la culture de ton organisation, la créer, mais la faire évoluer, mais aussi respecter les gens qui vont venir travailler à l'intérieur de cette organisation-là. Alors, l'important comme leader, c'est d'avoir de l'empathie. Je parlais de vulnérabilité. C'est vraiment une phrase que j'aime beaucoup. L'important, ce n'est pas d'obtenir ce que l'on veut, mais de donner ce que l'on a. Il y a encore des minous. Mais c'est super important. Je pense que d'autant plus avec les nouvelles générations, si vous voulez leader une organisation, la pyramide est vraiment inversée. C'est d'être capable d'être au service des gens dans l'organisation, d'être capable de les aider à s'épanouir. Et par ricochet, votre entreprise va évidemment grandir et avoir du succès. Alors, comment je choisis mes projets et comment je m'entoure? D'abord, j'ai d'abord et avant tout une passion pour les gens. Et cette passion-là, elle vient du fait que mon père a été malheureux tout le temps de ma jeunesse. Et je me suis fait une promesse, depuis que je travaille, c'est que jamais je vais recréer l'environnement dans lequel mon père a travaillé. Et je pense qu'à date, j'ai réussi à ne pas recréer ça. Oui, j'ai eu des grosses grèves, là. Bien des affaires qui sont arrivées dans ma carrière. Ceci étant dit, j'ai toujours eu la passion des gens,
La passion du travail bien fait, c'est ce que je cherche, c'est ce que j'aime faire, et c'est comme ça que j'aime bâtir des organisations. Donc, je vous ai parlé de l'UQTR. J'ai commencé chez GM, Renault Dépôt, les ailes de la mode. J'ai géré une faillite là. J'ai fait la SAQ, Keurig. J'ai travaillé pour Joe Kruger et David City. Ce qui est le fun, c'est que là-dedans, il y a une multitude d'entrepreneurs. Il n'y en avait pas à la SAQ, mais j'ai côtoyé plusieurs fondateurs d'entreprises, que ce soit les Michaud chez Renault Dépôt, Paul Roberge au niveau des ailes de la mode, Joe Kruger, les Seagulls du côté de David City, même M. Pierre Vanout, qui était encore présent lorsque je suis rentré chez Vanout. Donc, j'ai eu l'opportunité de voir plusieurs types d'entrepreneurs et de voir des gens qui ont bâti des entreprises, certaines avec un succès absolument incroyable, d'autres qui ont eu des difficultés plus importantes, et ça m'a permis d'apprendre. Rapidement, je vous parle de David City parce que quand David a parti son entreprise, en 2008, il avait 25 ans. Et donc, David est gradué de McGill et il a fait un premier start-up à l'université dans les technologies. Il a toujours grandi un peu dans le monde du retail et c'est un concept là, qui permettait de faire du merchandising à distance, etc. Et ça n'a pas fonctionné. Et donc, il continuait à chercher un autre type de concept. Et David aimait le thé, il aimait beaucoup ce genre d'affaires-là. Puis, il a décidé de partir un concept dans le thé qui lui ressemblait, que lui aimerait magasiner. Donc, vous avez typiquement un gars de la génération Y qui dit « Je vais faire un magasin pour moi ». Et ça allait bien jusqu'à temps qu'il soit 24 heures avant d'ouvrir, parce que là, il s'est dit ça ne marchera jamais, je ne vendrai jamais assez de thé pour payer le loyer, mais bon. Ça a été son histoire. Donc, il a parti son premier magasin en 2008. Et la base de qui on est, là, c'est d'offrir d'abord et avant tout des thés qui sont fabuleux, mais dans un environnement super sympathique, où on veut rendre le service à la clientèle complètement incomparable. On veut que ce soit hyper engageant. Et ça, c'est vraiment David, Kim, les gens qui étaient là au début, qui ont voulu créer cette culture-là. On a plus de 150 thés, donc on parle de thé, mais on parle d'infusion, on parle de différents produits, des breuvages. Vous savez, notre clientèle, c'est vraiment cette clientèle Y, c'est vraiment cette clientèle Y-là. Et ça commence à, je vais dire, ça va dans les X, parce que je pense que nos plus jeunes clients ont 3-4 ans, donc ça va très, très jeune. Mais on prépare l'avenir, vous savez, je vais travailler longtemps, on prépare l'avenir. On a ouvert en 2008, on a maintenant 193 boutiques en opération. On en a 156 au Canada, les autres sont aux États-Unis. On en a ouvert 40 cette année, on prévoit en ouvrir 40 l'an prochain. Et les boutiques sont très modernes. David avait engagé une designer suédoise. Donc, vous ne serez pas surpris de voir que le magasin il est colorful, il est vraiment pas cluttered, c'est vraiment le plus possible épuré comme approche. Très différent de ce qui se faisait dans le monde du thé à l'époque, où c'était beaucoup des concepts type un peu asiatique ou ce genre de look and feel. Donc, il voulait faire quelque chose de très, très épuré. Puis, j'ai demandé une fois, je disais, est-ce que les Scandinaves sont des grands buveurs de thé? Il dit, je ne sais pas, je ne suis jamais allé. Donc, c'était juste parce que la fille était de Scandinavie, la designer, mais c'était pas, mais c'était le look qu'il cherchait. Et sa raison d'être était super importante, parce que lui, il aimait le thé. Il disait, we want to infuse people with joy. C'est devenu la raison d'être, infuser la joie dans la vie des gens. C'est vraiment ce qui anime tout le monde chez David City. Quand on développe un nouveau produit, là, un nouveau thé, là, c'est vraiment, écoute, il y a vraiment fête au village, là, où on déguste le thé. Je vous parlais de passion tantôt dans votre entreprise. Là. C'est absolument fascinant de voir que le succès d'une organisation vient de cette passion-là. Un petit peu le développement, le lancement du site web s'est fait en août 2008. Le premier magasin ouvert à Toronto en septembre, opportunité au niveau de l'immobilier. Le deuxième ouvert à Montréal sur Mont-Royal en octobre 2008. Et vous voyez la suite, là, aux États-Unis en 2011. On a lancé notre programme de fidélisation en 2014 et nous sommes allés en bourse en 2015. Donc, c'est quand même un cheminement assez rapide pour une organisation. C'est quoi pour nous une expérience? Je reviens tantôt à ce que je disais, c'est la connectivité, l'engagement qu'on a avec les gens. Donc, nos employés sont autonomes. Ce qu'on veut créer, c'est vraiment cette espèce de sentiment de communauté dans chacun de nos magasins. Donc, c'est drôle parce qu'il y a à peu près 6 mois, Starbucks a annoncé que maintenant, ils toléraient les boucles d'oreilles et les tatous dans les magasins à certains endroits. Nous, il y en a qui en ont partout des tatous. Ça fait longtemps. Nous, c'est pas... On engage l'attitude. Donc, je dis tout le temps aux gens, on a un turnover assez élevé, on a beaucoup de temps partiel,
mais ce qu'on cherche, c'est des gens qui aiment le monde. Et on va leur montrer tout sur le thé, ça c'est facile à apprendre. Mais d'aimer le monde, ce n'est pas facile. C'est une question d'attitude. C'est difficile de montrer à un singe à se comporter comme un éléphant. Tu sais. Donc, quand vous développez votre entreprise, pensez d'abord avant tout les gens que vous voulez avoir autour de vous. Souvent, on va engager la compétence. C'est quoi ça, la compétence? Tu sais, la compétence, si quelqu'un est intolérable au travail, il a beau être compétent, s'il est autodestructeur, s'il détruit votre culture organisationnelle, peu importe ce qu'il connaît, ça ne sera pas la bonne personne. L'attitude, c'est un compromis qu'il ne faut jamais faire. Il faut trouver des gens qui aiment, avec qui vous allez pouvoir travailler, vous allez être heureux de travailler, puis qui vont pouvoir bien s'aligner avec votre mission d'entreprise. Je vais trouver. Donc, on a aujourd'hui 200 employés au siège social, au centre d'aide. On a 2000 employés dans nos boutiques. On a 1000 qui rentrent de façon temporaire, surtout à la période des fêtes. Cette année, on a engagé 1600 personnes en 6 semaines, qu'on ne garde pas longtemps pendant le temps des fêtes. Ce sont des étudiants. Il y en a qui reviennent chaque année. On les engage, on les reforme. Et on a un Facebook David's Staff. On a toutes sortes de façons de communiquer. Je fais partie de ça. Je suis probablement le plus vieux de la gang. Mais on a bien du fun. Puis l'objectif, c'est de créer un environnement de travail qui soit agréable. La marque et nos produits. Donc, la marque, c'est sympathique, accessible, épuré, moderne et totalement nouveau tout le temps. Donc, l'innovation, vous êtes dans la technologie, c'est encore plus important pour vous, mais les gens se tannent rapidement. Demandez aux gens d'Apple à quel point ils doivent dépenser des sous pour sortir le prochain. Si on veut demeurer culte, si on veut devenir intéressant pour les consommateurs, il faut amener de la nouveauté continuellement. Le point focal, là, quand vous rentrez dans nos magasins, c'est vraiment le mur de thé. C'est là pour nous que tout se passe, c'est 50% de nos ventes. C'est là qu'on crée cette espèce de communauté. Nos produits, 8 grandes catégories, là, mais le thé en vrac, les accessoires liés au thé qui sont toujours très abordables. Un peu de nourriture, il va en avoir de plus en plus. Évidemment, nos boissons on the go, puis on va en parler rapidement. Puis les ensembles cadeaux, qui est très important. Alors, donner du thé en cadeau, c'est millénaire comme approche. Le thé, c'est le produit le plus bu dans le monde, après l'eau. Le seul endroit où le thé arrive après le café, c'est en Amérique du Nord. Et c'est en train de changer parce que la première génération en Amérique du Nord qui parle autant de thé que de café, c'est la génération Y quand on leur demande quelle est leur boisson chaude favorite. On les perd un peu quand ils rentrent à l'université, là. Mais ils reviennent un moment donné. Ils veulent se calmer. Surtout pendant la période d'examen. Donc, se renouveler continuellement, lancer des nouvelles collections. Ça, c'était la collection d'après les fêtes, là, profiter d'un spa maison. La collection Saint-Valentin qui vient de sortir aujourd'hui. Mais il y a on travaille 24 mois d'avance sur nos collections. Il faut sourcer les produits, développer les thés, trouver là d'où ça vient, faire les designs. Tous les designs sont faits à l'interne. Donc, on a un programme d'innovation qui est sur 24 mois et on est condamné par ce programme d'innovation-là. Donc, on n'a pas vraiment le choix, mais on essaie de faire des choses qui sont, encore une fois, très engageantes pour nos consommateurs, où les gens peuvent se reconnaître. Donc, différents concepts, des cadeaux, des thés en sachet pour la commodité, de l'exploration. Là, on fait des crèmes pour la main, du lip balm, on fait toutes sortes de produits infusés avec nos thés et évidemment le développement de produits. Hey, on a une imprimante 3D au bureau. Y a-t-il des ingénieurs ici? Elle n'est pas grosse, là, elle est petite. Mais on fait quand même tout le design de nos produits. Donc, les produits qu'on vend en accessoires ne se retrouvent pas chez Amazon, ne se retrouvent pas chez Walmart ou peu importe. Ce sont tous des produits développés exclusivement par nous et pour nous. Beaucoup de customization, qui est un trend important où les gens veulent avoir un cadeau qui fait vraiment leur affaire. Ils veulent pouvoir choisir les 4 thés qu'ils veulent ou les 3 thés qu'ils veulent, le type de tasse. Donc, on permet aux gens de personnaliser leur expérience. Et quand on parlait vraiment d'innovation, bien évidemment, les 150 thés qu'on a sur le mur sont disponibles chauds, glacés, en thé pop, en thé latte. Et maintenant, on fait des shooters de matcha. Ça, c'est David qui fait l'innovation. Les shooters de matcha, c'est avec David. Il paraît que c'est bon. J'aime bien ça. Ça se vend bien. L'engagement client. Alors, on est hyper local. On n'a jamais fait de pub traditionnelle. On n'a pas fait de pub radio. On n'a pas fait de pub dans les journaux. On fait d'abord et avant tout ce qu'on appelle du grassroots marketing. Donc, on veut prendre notre produit et le mettre dans les mains des clients. La raison pour laquelle on fait ça, je disais à David, qu'est-ce qui t'a animé à faire ça en 2008? Je n'avais pas une scène. Fait que je partais avec mon cabaret, puis je faisais
vraiment déguster le produit. Et c'est devenu une partie intégrante de notre approche marketing. L'an passé, on a fait 1000 événements, puis on a rejoint 900 000 personnes avec nos événements. Donc, on essaie de faire des gros événements, des shows de yoga, différents événements, mais on fait des affaires hyper locales aussi. Je vais donner un exemple. On a ouvert à Palo Alto, en Californie. On est à peu près à 4-5 km de Google. Et quand on a ouvert, on n'avait pas vraiment d'événements dans la région auxquels on pouvait s'associer. Donc, la directrice du magasin est partie, puis elle a fait des tea breaks dans le bureau chef de Facebook, Airbnb, puis on a fait Google. Évidemment, tous ces clients-là sont devenus des clients à Palo Alto, ils ont découvert la marque, etc. Donc, la philosophie très entrepreneuriale de l'entreprise, c'est si tu n'as pas de clients, va t'en chercher. Alors, quand on rouvre dans un centre d'achat, notre première clientèle, c'est les gens qui travaillent dans le centre d'achat. Et c'est comme ça qu'on réussit à bâtir notre organisation dans tous les endroits où on ouvre. On est évidemment très impliqué, encore une fois, en médias sociaux, mais surtout très, très responsive et très engageant auprès de nos clients. Donc, nos clients, on a toutes sortes de concours, des gens qui nous envoient des photos sur Pinterest de David Stee dans leur vie quotidienne, dans les choses qu'ils font en camping, en hiking, etc. Donc, c'est très, très intéressant. Puis, on essaie de garder le contenu toujours très animé. On fait des concours comme le thé en vacances et les gens nous envoient des photos de David Stee dans leur vie au quotidien. Donc, c'est le fun. Puis on est très responsive aussi. On répond rapidement à nos gens sur Facebook. On a 1,8 million de personnes qui sont membres de notre programme de fidélisation qui a démarré en avril 2014 et ça représente à peu près 80 des ventes de David Stee. Donc, on vend 80 de nos ventes sont faites à des gens qui sont membres et dont on connaît le comportement. Évidemment, c'est toute la notion du big data et ça nous permet de travailler de plus en plus près avec nos consommateurs. Commerce électronique, recréer l'expérience. On avait donc ouvert notre site web en premier, mais on avait encore la même plateforme jusqu'en 2015. On avait la même plateforme que 2008 et donc on a tout refait notre plateforme cette année. Et on essaie de faire beaucoup de contenu riche, des blogs, des recettes, comment cuisiner avec David Stee. Donc, encore une fois, toute l'idée de l'engagement, toute l'idée de connecter avec notre clientèle est omniprésente dans notre modèle d'affaires. Les gens peuvent maintenant échanger leurs points sur le web. C'était une grande critique qu'on avait. Les gens étaient pas capables de le faire. Donc, on continue à innover. On s'en vient mobile de plus en plus. On a à peu près 50 des views de notre site web qui sont faits sur des appareils mobiles. Donc, de plus en plus d'opportunités de ce côté-là pour nous. Vous savez qu'on a gagné, je vous en ai entendu parler, là, la meilleure expérience client au Québec et en Ontario. 18 000 clients sondés. Et ça, c'est 2 employés, évidemment, qui étaient là lors de la soirée, mais ça appartient aux employés, cette volonté d'avoir cette énergie, cette capacité. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui fait du sampling, vous avez déjà passé devant un David Stee, il y a quelqu'un qui a un cabaret qui fait du sampling. Et ça, là, c'est comme la torture, hein? C'est comme la torture chinoise. Je ne sais pas si... Pensez-y, là, tu sais, la goutte. Parce que là, la personne elle est là 6-7 heures, puis sur 100 personnes, il y en a 2 qui vont lui dire oui. Il y en a 98 qui vont dire non. Sur les 98 qui disent non, il y en a 50 qui ne la regarderont même pas en disant non, ils vont juste marcher plus vite. Puisqu'on est des bêtes sociales, là, mais c'est pas tant que ça. Fait que c'est très difficile. Moi, je le fais, le sampling, et quand je dis que ça prend beaucoup d'énergie, là, quand je m'installe sur un trottoir, là, n'importe où, en Amérique du Nord, et là, je dis, je vais faire le sampling. Et là, les employés me regardent et disent, il n'y aura pas la patience de faire le sampling longtemps. C'est très, très difficile. Imaginez-vous sur 6th Avenue à New York faire du sampling quand il mouille. Très agréable, en dessous de ton petit parapluie. Mais les gens le font parce qu'ils aiment ça. Ils veulent faire découvrir les produits. C'est genuine. Ils veulent vraiment faire découvrir les produits aux consommateurs. Ils adorent faire ça. Et donc, c'est ce qui fait la différence en termes de qualité d'expérience. Et l'entrée en bourse Nasdaq, donc tout entrepreneur qui démarre une entreprise, il y en a qui veulent devenir public, d'autres pas. Dans le cas de David et de son organisation, c'était un des objectifs visés. Donc, en juin 2015, nous sommes rentrés publics sur la bourse de Nasdaq. C'est quand même, pour une petite compagnie de Montréal, c'était quand même le fun de se promener au milieu de Times Square et de voir tout Times Square déguisé en David Stee. C'était pas mal agréable. Il y a des pitous et des minous partout. Donc, questions. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Merci.
Merci beaucoup, M. Toutant. Alors, il va y avoir une période de questions. Il y a 2 micros qui vont se promener. Il y a Richard qui est juste ici qui va répondre aux questions de ce côté-ci. Hélène va pouvoir, vous comprenez le principe, va pouvoir répondre aux questions de ce côté-ci. Alors, simplement, je vais vous demander de lever la main si vous avez des questions à poser à M. Toutant. Donc, on a quelqu'un ici. J'en ai déjà une ici. Ah, je vais prendre celle-là. Je vais aller à vous après. Parfait. Merci. Donc, bonsoir. Mon nom, c'est Caroline Arnouk de Technologie OPA. Ma question, c'est concernant l'argent. À quel point c'est un facteur de succès? Écoute, dans le cas de Davidity, ça a été très important. On avait du backing financier tout le long du développement jusqu'à temps de devenir public. Je te dirais que c'est un aspect important du développement de n'importe quelle organisation. C'est une question de cash flow. Cash is king quand on part une organisation. Donc, je suis dragon là, dans une entreprise de crème glacée et de sorbet. Ça fait 1 an et demi que je suis dragon, puis je n'ai pas vu la couleur de mon argent encore, mais on avance. Il faut être patient quand on démarre des entreprises et j'ai une relation avec l'entrepreneur qui est intéressante parce qu'il est le premier à investir lui-même dans son entreprise. Donc, évidemment, dans les périodes plus difficiles, ce n'est pas les employés qui ont eu des baisses de salaire, c'est lui, puis c'est vraiment la capacité à donner pour bâtir son affaire. L'argent est important, c'est important d'avoir, mais il y a du capital disponible, il y en a. Pour les startups, il est un peu dispendieux, mais des fois, en termes de cash flow, ça vaut la peine. Et ça permet de développer une entreprise. Tu vois, dépendamment dans quel domaine on est, là, ça peut prendre une couple d'années avant vraiment que les ailes se déploient. Il y a des domaines qui sont plus énergivores que d'autres au niveau du capital, mais ça fait partie de la game, en effet. David n'en avait pas, mais il y avait des bons partenaires. Il y avait la question ici. Bonjour, Geneviève Bégin. J'ai fondé une entreprise qui a maintenant 1 an. Vous parliez de la houle tout à l'heure. Oui. J'aimerais savoir, c'est quand même impressionnant là, de passer de 2008 à 2015 au Nasdaq, entre les prévisions, les ambitions de l'entrepreneur en 2008 et puis ce que ça l'a donné. Est-ce que ça dépassait ses envies ou il ne s'est même pas rendu là? Ça a dépassé ses attentes. C'est clair que David n'avait pas... il croyait à son concept, mais à ce point-là, peut-être pas tant que ça. Mais quand il s'est retrouvé en 2012... et qui a vu qu'il y avait un réel engouement pour son organisation. Vous savez, David, à 33 aujourd'hui, il se rapporte à moi. Dès 2012, il a vraiment eu le réflexe de dire « je dois m'entourer ». Et donc, il est allé chercher un venture cap américain qui connaissait le commerce de détail, mais qui a amené surtout une équipe de direction. Et il a été capable de prendre un pas de recul et de dire « je veux m'entourer des meilleurs parce que je n'ai pas l'expérience pour amener mon entreprise au prochain niveau », puis il voyait le line-up des magasins, il voyait bien qu'il y avait un potentiel absolument... Je veux dire, encore aujourd'hui, on fait des améliorations incroyables sur l'entreprise en termes de processus. Écoute, ces premiers magasins, là, il a ouvert 2008, il a ouvert... je pense qu'en 2012, il était rendu à 45-50 magasins dans ce coin-là. Et donc, il y avait eu du capital privé, mais là, il avait besoin d'une expertise vraiment plus grande parce que là, il a comme constaté qu'il y avait quelque chose entre les mains là, qui était très valable. Mais ce n'était pas son premier venture. Ça. Et devinez ce qu'il fait aujourd'hui. Hein? Ce qui l'occupe le plus, c'est d'investir des sous pour partir d'autre chose. Tu sais. Des entrepreneurs qui est vraiment comme ça. Lui, ça va être ce que j'appelle un serial entrepreneur. Merci. Oui. On avait quelqu'un peut-être de ce côté-ci? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'ai une question en 2 points. Premièrement, comment fait une petite compagnie québécoise pour faire face à un géant qui existe déjà, qui est Teavana, et qui est soutenu par Starbucks, oui. Et qui existe déjà depuis 1997, qui a été acheté en 2012 par Starbucks. Oui. Comment vous faites pour vous positionner? Ça, c'est ma première question. Et deuxième, est-ce qu'il ne reste pas dans le marché du thé? Est-ce qu'il y a d'avoir une saturation un peu comme c'est le cas en ce moment pour le marché des cafés? OK. 2 bonnes questions. D'abord, Starbucks a fait l'acquisition de Teavana. Teavana opère à peu près 350 magasins en Amérique du Nord. C'est en effet le détaillant de thé numéro 1 dans le monde en thé spécialisé, suivi de David's, suivi de T2 qui appartient à Unilever, qui est une autre méga entreprise. Aujourd'hui, la bataille, elle se passe vraiment magasin par magasin. Je rouvre des magasins aux États-Unis, il y a plein d'endroits où je rouvre des magasins où il n'y a pas de Teavana. Un premier élément. On est capable de compétitionner parce que le marché est en croissance. Si vous regardez le marché global du thé vendu au détail, c'est à peu près 41 milliards. Il y en a à peu près 8 % qui est vendu en Amérique du Nord.
La croissance annuelle seulement de ce 8 %-là, elle est supérieure au chiffre d'affaires de David's Tea. Donc, on en veut juste un petit morceau. L'autre chose, c'est que le thé est essentiellement, 90 % du thé vendu en Amérique du Nord est vendu dans les épiceries encore aujourd'hui. Donc, le gros de mes compétiteurs, c'est Whole Foods, c'est Loblaws, c'est plus ces gens-là. Ils sont à la fois mes compétiteurs et des réseaux de distribution futurs intéressants. Donc, je pense qu'il y a de la place à grandir. Et la vraie bataille, elle ne se passe pas dans la grosseur du compte de banque, quoi qu'on est en bonne situation financière aujourd'hui, mais elle se passe surtout dans chacun des magasins, comment on peut créer cette espèce de culture organisationnelle qui fait qu'on a beaucoup de succès là, dans les marchés où on est. Puis des fois, on réussit bien, mais des fois, on réussit moins bien, puis il faut se réajuster. L'autre question, c'était concernant la saturation. On est loin du point de saturation. Le café est beaucoup plus développé, puis le café, ce qu'on appelle le café est maintenant devenu un produit on the go. Donc, il est dégusté, là, on le sait, les drive-thru, etc. C'est beaucoup, on prend du café at work, on prend du café on the go. Le café bu à la maison est moins important aujourd'hui qu'il ne l'était dans les années 70. Le thé, à l'envers de ça, est très important à la maison. Et donc, possiblement qu'un jour, il sera très important du côté on the go, mais on n'est pas rendu là et je pense qu'il y a beaucoup de place à la croissance pendant plusieurs années. On avait une question de ce côté-ci? Oui, juste ici. Bonjour, je suis entrepreneur, je suis membre. Voilà. Vous êtes membre. Je suis grand buveur, je ne suis pas génération Y. Parfait, parfait. En fait, j'avais une question, c'est quand on voit un peu l'histoire que vous décrivez, on va dire que vous avez développé ce concept comme une start-up. Et le propre d'une start-up, c'est souvent de tâtonner, d'expérimenter et d'ajuster en permanence. Et au-delà du programme de fidélité, où je pense que vous avez encore un grand pan d'amélioration, il y aurait plein de choses et plein d'idées à faire en s'appuyant sur les technologies. Quel est votre processus d'expérimentation, de tâtonnement, et pour faire le tri entre les bonnes idées et les mauvaises, et celles qui sont, je dirais, qui apportent du succès, et celles qui apporteront peut-être du succès plus tardivement? Comment vous arbitrez? Oui, bien, écoutez, on a un processus d'innovation qui est assez bien structuré, mais on se donne la permission de tester beaucoup de choses. Donc, par région, maintenant que 193 magasins, ça nous permet de tester des produits par région. Donc, on va continuellement amener des produits qui sont disponibles dans peut-être 20-25 magasins à travers l'Amérique du Nord. Et ça, c'est un des éléments. L'autre élément, c'est qu'au niveau du design, on travaille des nouveaux concepts. Quand on rouvre, on travaille là, des nouveaux concepts de T-bar, etc. Donc, on se permet d'innover. C'est évident qu'aujourd'hui, avec 193 magasins, on a la chance de pouvoir faire ça. Je vous dirais, quand il y en avait 40, le modèle fonctionnait. Donc, il y a eu un moment où il y avait de l'innovation, mais il n'y avait pas beaucoup de tâtonnement. Parce qu'on disait, on va répliquer ce qui fonctionne bien. Et ça a une limite. Et là, on est déjà en train de réinventer tous nos programmes marketing, toute notre approche client. Tu parles de technologie au niveau des grands... Tu sais, quand on a fait le programme à l'époque, en 2014, c'était simplement pour avoir du data, parce que le programme il était sur une technologie vraiment obsolète. Mais là, aujourd'hui, on commence à pouvoir avoir des partenariats intéressants puis continuer à innover. Mais tu sais, dans une organisation, puis c'était Keurig, j'étais chez Keurig, on a lancé une plateforme, on a travaillé sur une plateforme pour le lait maternisé, on a travaillé sur des plateformes pour le thé, on a travaillé... Écoute, il y a notre risque des affaires, absolument. Il faut que tu testes. Tu n'as pas le choix parce que le problème, c'est que tu t'oublies ce qui a fait le succès de ton entreprise, c'est cette capacité-là à innover et à essayer de travailler en dehors de la boîte traditionnelle. Donc là, tu vois, on a un nouveau visual merchandiser qui, tu regardes son track record, c'est quelqu'un qui fait 2-3 ans dans une boîte, mais c'est un innovateur incroyable. Il faut lui donner des budgets, puis il faut lui donner la possibilité de le faire, puis il va nous amener à des endroits qui vont avoir du succès, puis des endroits où on n'aura pas de succès. Il faut avoir le courage de le faire, malgré le fait que tu es public, etc. Il faut pouvoir continuer à le faire. Donc, on se réserve des sous dans notre planification financière, toujours pour faire des tests en se disant, ça, si ça marche, ça va être extraordinaire. Si on le perd, on va être correct pareil. Il faut toujours faire ça chaque année. Donc, on pourrait y aller avec une dernière question. Je sais qu'il y a une question en avant, mais il y en a deux. Il y a un monsieur là-bas, puis il y a une madame là. On va régler ces deux-là. Parfait. C'est bon? 2 questions. Hélène? Oh. Il y a le monsieur juste là. Allez-y, madame, on vous écoute. J'ai travaillé pour beaucoup des années dans le domaine de détail. C'est tellement difficile avec le coût de loyer.
Et j'ai pensé que ce serait intéressant de voir l'été placé comme dans les grands marchés gourmands, marché Jean Talon, marché Atwater, ou dans les Loblaws, etc., dans les épiceries, mais pas dans la section thé, mais dans la section il y a une section aliments naturels. Si vous avez 5 à 8 sélections dans la section aliments naturels, il y a d'autres compagnies de thé. Là, peut-être vous avez un petit coin d'extra pour... Oui, mais je pense que vous n'avez pas tard. D'ailleurs, l'opportunité qu'on a de bâtir des magasins, ça nous a permis de bâtir une marque forte. La journée où on s'assoit devant un acheteur chez Loblaws, il faut avoir une marque très forte pour pouvoir contrôler l'outcome de notre marque. Et donc, avant de faire ça, on a commencé cette année à faire ce qui est hôtel, les restaurants et institutions. Donc, on a signé avec les hôtels Germain, on a signé avec Air Canada, on a d'autres hôtels qui s'en viennent, où là, on fait du branding, donc on fait du marketing payant. Ça, c'est le fun de faire du marketing payant. On est payé pour positionner notre produit dans ces endroits-là. On fait de la restauration aussi. Par la suite, c'est évident que le marché de détail est un marché qui nous interpelle beaucoup, qu'on va éventuellement regarder et prendre des décisions par rapport à ça. Alors, il y avait une autre question en arrière? La dernière question. La pression est très forte. La pression est forte, là. Oui, j'ai entendu, merci. C'est bonne. J'ai reconnu à travers votre présentation les éléments motivationnels derrière vos choix de carrière. Je veux savoir, si on remonte peut-être 40 ans plus tôt, vous êtes un entrepreneur, vous avez monté les échelons à travers les entreprises. Considérant l'écosystème start-up d'aujourd'hui, est-ce que vous considérez que vous, aujourd'hui, est-ce que vous seriez plus tenté vers l'entrepreneur ou encore de devenir entrepreneur à travers un écosystème start-up comme ici, par exemple? Donc, je vais clarifier quelque chose parce qu'il y a 40 ans, j'avais 12 ans. Ça, je pense que c'est important. Je t'aime pareil. Écoute, c'est une excellente question. Je vais dire, je suis un entrepreneur qui n'avait pas l'environnement familial et les gens pour me supporter, pour me dire « plonge ». Ma première entreprise que j'ai fondée, j'avais 14 ans, je faisais de la peinture. Ma deuxième entreprise, c'était mon agence de publicité à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mais, tu sais, quand tu vis dans une famille où ta mère fait tes jeans, puis tu couches pendant 21 ans sur un sofa, puis que là, tu as une offre de GM. 1985, 36 500 $ par année, un auto fourni aux 5000 km. Tu dis, bingo, je suis parti. Mais la raison pour laquelle je ne suis pas resté dans une grosse organisation comme celle-là, c'est parce que j'étais en dissonance cognitive. J'ai toujours eu le goût d'entreprendre. Donc moi, j'ai toujours cherché des entreprises où je pouvais contribuer à l'entreprise, puis aider l'entreprise à grossir, etc. C'était ma façon à moi de faire mon entrepreneurship. Dans un autre environnement, parce que ça prend un système social, hein? C'est comme ça prend un village pour élever un enfant. Pour bâtir un entrepreneur, ça prend aussi un système social. Il n'y a pas de support, là. Tu sais, un cours d'entrepreneurship, ça n'existait pas. Tu sais, ça fait pas 40 ans, mais ça fait 30. Donc, il n'y avait pas ce genre d'environnement-là. Il y avait peu d'entrepreneurs. Ceux qui avaient sont devenus des superstars, mais tu sais, le Québéking, le REA, etc., je n'étais probablement pas à bon endroit au bon moment pour le faire moi-même. Là. Mais dans un contexte comme aujourd'hui, si je regarde mes fils, j'ai 3 garçons, là, qui étudient la business, puis ils ont tous la fibre entrepreneurship, puis ils vont tous avoir le support pour le faire. Puis ils vont se péter à la fiole, que ce soit un centre d'orthothérapeute, que ce soit en affaires au niveau de la technologie, peu importe, mais ça te prend un milieu pour le faire. Puis j'avais probablement pas le milieu pour le faire, mais j'ai trouvé ma façon de contribuer à la société là, à travers les différentes organisations. Merci. Merci beaucoup. Oui, vous avez une dernière. Ah, on est généreux. On est généreux, oui. Allez-y, on va prendre un micro, par exemple, parce que... Oui. Juste une seconde, on va prendre le micro, merci. Quand vous commencez l'été, c'est quoi les chiffres d'affaires? Et maintenant, c'est quoi? Bien, je peux vous dire ce qui est public, là. Donc, on a... si je regarde 2011... On a commencé en 2008, mais en 2011, l'entreprise faisait environ 40 millions de chiffre d'affaires.
Et cette année, on va faire entre 160, nos guidance au marché sont entre 175 et 178 millions. Aussi, dans les États-Unis, il y a semblable boutique comme ça. Aux États-Unis? Oui. Est-ce que c'est la même chose? On a les mêmes boutiques. On est dans des marchés comme Boston, Hartford, New York, Chicago, Philadelphie, San Francisco, Los Angeles. C'est les mêmes boutiques. On a 37 ouverts. On a fait beaucoup, beaucoup de tests dans les premières années. Tu parlais de tests tantôt. Quand le VC est rentré, juste te donner un venture cap, comment il fonctionne, c'était super intéressant. Il a dit, vous me faites 12 magasins dans 4 villes différentes. Mais on va voir si ça marche ou ça ne marche pas. Et on a appris beaucoup de choses. Il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, des choses qui fonctionnaient. Non seulement en termes de ville, mais en termes de type de magasins, puis où on les installait au niveau immobilier. Donc, on a 4 formats. On a des magasins de rue, des lifestyle centers, des outlet centers, puis des malls. On a trouvé notre mix. On a beaucoup appris de l'expérience de 2012. Et aujourd'hui, on est capable de répliquer le modèle, puis de vraiment mieux sélectionner les endroits où on pense avoir du succès. Donc, mais c'est toujours une aventure entrer dans un autre pays. Puis vous savez, il y a beaucoup d'entrepreneurs québécois, de détaillants qui n'ont pas eu de succès aux États-Unis. C'est pas facile de pénétrer un nouveau marché. Il faut surtout être capable. Dans notre cas, on a embauché beaucoup de gens qui sont des détaillants américains, qui sont avec nous dans l'équipe pour nous aider à le faire. Merci. Merci. Bien, merci beaucoup, M. Tupin. Merci tout le monde. Merci. Ah, la SAQ. Bien, écoutez, j'ai été à la SAQ, j'ai été chez Keurig dans le café, maintenant dans le thé, et je ne renie aucun de mes employeurs. Merci beaucoup. Alors, comme on en parlait précédemment, je vous invite à sortir, à votre droite, ça va être la section cocktail réseautage. Profitez-en pour faire de belles rencontres. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et on se dit à la prochaine. Tous les représentants de Desjardins et du Santec, je vous demanderai de monter sur la scène pour la photo officielle. Merci.